Il faut savoir que moi, j'habite dans un petit hameau éloigné de mon village. Et en fait, dans cet hameau-là, il y a 5 ou 6 maisons à peu près. Et dans cette maison, il y avait la maison de mon agresseur ici et la nôtre, elle était juste en face. Ce qui fait que il avait une fenêtre là. Donc, quand il se met devant la fenêtre, il nous voit, nous, il y a notre porte d'entrée. Donc, ce qui fait que il peut sortir et juste rentrer chez nous comme ça. Donc, c'était pas très compliqué d'accès. Ça a commencé quand j'avais 13 ans jusqu'à mes 16 ans. Ça a commencé au début en échange avec de l'argent. Là maintenant, moi j'appelle ça de la prostitution. Au début, je voulais pas trop l'accepter, mais après, quand j'y pense, la prostitution, c'est à partir du moment où tu couches avec une personne pour avoir quelque chose en échange. Donc ça a commencé par de la prostitution, mais qu'après, à un moment, je savais que c'était quelque chose de mal parce que dans notre société, c'est vraiment interdit de coucher interdit, c'est déconseillé en tout cas de coucher avec une personne avant le mariage, et parce qu'il faut garder la virginité, les coutumes et tout ça. Donc en fait, sur le coup, je savais que c'était quelque chose de mal, mais après, je me disais, dans tous les cas, personne ne va la prendre, et dans tous les cas, j'ai besoin de cet argent, et peut-être que là, en le faisant comme ça, après, on va passer à autre chose. Mais je savais pas vraiment réellement ce qui allait se passer par la suite derrière. En fait, je crois que c'est même pas, c'est 2 semaines après quand il a acheté les fournitures. D'accord. Ça a pas duré longtemps, c'est vraiment, il m'a acheté les fournitures, et je lui ai dit, c'est bon, stop, je veux plus. Je veux plus que ça continue. En plus, étant donné que sa fille, c'était ma meilleure amie, et je me disais, imagine, ta fille, elle apprend ça, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Elle va dire que c'est moi qui viens te chercher et tout ça. Je veux plus que ça continue. Donc, c'est vraiment, ça a duré, je crois, 1 à 2 semaines maximum. Et sur le coup, il a essayé de me convaincre gentiment. Mais du coup, j'ai pas voulu l'écouter. Je lui disais de me laisser tranquille. Et après, un jour, il m'envoie un message sur, je sais plus, je crois que c'était sur Messenger. Donc, il m'envoie un message avec une photo de moi, et j'avais mis un mini short, et il a dit que si tu acceptes pas, du coup, je vais dire à tes parents ce que tu fais dehors, que tu couches avec des gens dehors et tout ça, tous les garçons qui te courent après, tu couches avec eux et tout ça. En plus, tu prends des photos sexy, tu envoies aux mecs et tout ça. Donc moi, sur le coup, j'ai pris peur. Je lui ai dit de ne pas faire ça, donc il a dit, en échange, tu couches avec moi. Ça a commencé avec cette photo. J'ai commencé à avoir un petit ami. Et avec ce petit ami, j'avais pris des photos avec lui, on était en train de s'embrasser, et il est tombé encore sur ces photos. Donc il a continué encore à faire du chantage là-dessus. Il m'a dit, si tu couches pas avec moi, je vais dire à ta maman que tu couches avec ce mec et tout ça. Ma mère, c'est une personne qui croit tout le monde sauf moi. Ma mère, vu qu'elle aussi, elle s'en sortait pas très financièrement, donc elle nous disait, démerdez-vous pour trouver de l'argent pour acheter vos cahiers. Donc c'était très compliqué, parce qu'elle, vraiment, elle avait pas d'argent, et moi, je voyais qu'elle avait pas l'argent. Donc lui, il s'est proposé à m'acheter les cahiers et les vêtements qu'il fallait pour aller à l'école. En échange, du coup, je devais coucher avec lui. Donc j'ai commencé comme ça. Et à un moment, je lui dis que du coup, je veux plus continuer quand j'ai eu les fournitures et tout ça. Je lui dis, je veux arrêter ça maintenant. C'est bon, stop. En plus, j'aime pas trop ce qu'on fait et tout ça. Donc en fait, il commence à me faire du chantage. Et après, c'est devenu forcé. Après, c'est devenu avec la violence et tout ça. Donc en fait, il a fait tout ce qu'il pouvait, quoi. Et c'est une relation qui est très difficile, parce que mon corps, c'est mon pire ennemi. Malheureusement, oui. C'est quelque chose, malheureusement, que j'arrive pas à expliquer. D'ailleurs, je viens de sortir une chanson, je viens de l'écrire et la terminer. Enfin, je viens de la chanter. Et la chanson, elle parle justement de ce rapport avec le corps que j'ai. Un corps que j'ai toujours considéré comme celui qui est l'auteur, en tout cas, du fait qu'on m'ait agressé, que c'est à cause de lui, à cause de la manière dont il est constitué, que du coup, j'ai été agressée. Parce que parfois, je me dis, si peut-être que j'avais pas une grosse poitrine comme ça à mon âge, ou si j'avais pas de telle forme comme ça à mon âge, peut-être que ça serait pas passé. C'était comme si j'étais un objet, et il m'utilisait pour faire ce qu'il voulait, quoi. Moi, j'étais sur un téléphone, je regardais des trucs, et il faisait ce qu'il voulait. Ah oui. Ouais, du coup, c'est pour ça que je dis que parfois, j'étais pas très consciente vraiment de ce qui se passait, je crois. Il m'attachait dans sa maison, il avait une espèce de petite armoire comme ça, et il y avait des trous, il mettait, il y avait des fils dedans, il les sortait, il m'attachait, après il faisait ce qu'il voulait. C'est pas S'il possible. voulait pas, si. Bonjour à tous, bienvenue sur notre émission Emma, écoute-moi aussi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une jolie femme forte qui est venue nous partager son témoignage et nous raconter son histoire qui lui est arrivée. Un témoignage qui, malheureusement, est trop souvent encore présent et qui arrive trop souvent à de jeunes femmes qui n'ont pas forcément cette force-là de prendre la parole. Et c'est aujourd'hui avec nous que Rasmina est venue nous parler, nous témoigner et aussi nous sensibiliser à ce fléau-là qui est l'attouchement sexuel. Bonjour Rasmina. Bonjour Emma. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi, plaisir partagé. Merci.
Alors aujourd'hui, tu es là pour nous parler, de ton vécu, de ton histoire, de ce qui t'est arrivé. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui, donc moi c'est, Houmadi Wali Rasmina. Donc j'ai 19 ans et je suis une vice-présidente d'une association, du collectif CID, la Convention internationale des droits des enfants de l'océan Indien. Super. Mmh. Alors aujourd'hui, on est ensemble pour nous parler de ton témoignage, de ton vécu, puisque tu as été, attouchée sexuellement Mmh. par, une personne proche de ta famille. Ouais. Est-ce que tu peux revenir un peu d'abord sur ton contexte familial? Comment est-ce que tu as grandi? Et ensuite, on ira un peu plus en profondeur sur cette histoire. Donc en fait, il faut savoir que moi j'ai eu une enfance, pas très facile. La vie n'a pas été quand même, trop tendre avec moi. Donc en fait, j'ai été beaucoup séparée de ma maman. J'ai pas du tout vécu avec elle. Je crois que j'ai commencé à vivre avec elle à partir de mes 13 ans à peu près comme ça, D'accord. mes 13 12 ans. Mais en fait, durant mon enfance, du coup, on était séparés, soit par, des problèmes parce que ma mère, elle était en situation irrégulière, donc à chaque fois, elle se faisait, ramener aux Comores et nous, on restait à Mayotte avec nos tantes. Ou sinon, bah, on était partis aux Comores à un moment avec elle, mais qu'après elle, elle est revenue sur Mayotte. Donc on n'a pas vraiment vécu ensemble, donc on n'avait pas vraiment cette relation mère-fille. De lien. Oui, c'est ça. On avait une relation très difficile avec ma mère, donc on s'entendait pas vraiment, bien. Moi, j'avais une espèce de rancœur, en moi. Je comprenais pas trop pourquoi on était séparés. Je lui en voulais de nous laisser dans les mains des personnes qui nous traitaient pas aussi bien, en tout cas. Mmh. Donc c'était très difficile. Je crois que petite, je comprenais pas trop pourquoi, en Bien tout sûr. cas, Et elle a jamais aussi, est-ce qu'elle a jamais aussi, parlé de cette situation-là? Est-ce qu'elle vous a pas expliqué le pourquoi du comment? En fait, il faut savoir que ma mère, elle parle jamais de ses souffrances, mais Mmh. vraiment pas du tout. Mmh mh. Même, il s'est passé plein de choses dans sa vie qu'on m'a dit que ça a été traumatisant pour elle, mais elle aborde jamais ces sujets-là avec nous. Mmh. Ni p Elle m'a parlé une fois de son adolescence et ce jour-là, je crois qu'elle avait, une espèce de colère en elle, qu'elle voulait m'expliquer que c'est pas de sa faute si, parfois elle est dure avec nous. Mmh C'est mh. qu'elle aussi, bah, elle a pas eu, une vie aussi facile, Mmh donc mh. elle fait de son mieux. Mmh Donc ce mh. qui fait que, bah, on se comprenait pas vraiment, moi et elle. Et toi, tu lui reprochais le fait qu'elle n'était pas assez proche de toi et que tu la sentais pas en tant qu'épaule, en tant que maman vraiment comme tu l'aurais aimé? Oui, c'est ça. Bah, en fait, je lui reprochais plein de choses. Moi, je lui disais qu'elle avait des préférences au niveau des enfants parce que j'avais l'impression qu'avec, les autres, elle était plus tendre et alors qu'avec moi, elle était, plus dure. Certes, parfois, elle était plus dure avec moi, mais, ça s'explique avec d'autres problèmes, justement qu'elle avait dans sa vie et ça, on me l'a expliqué un peu plus tard. C'est là où j'ai réussi quand même à comprendre. Mais j'avais aussi cette rancœur qui me disait: «Je Mais c'est qui cette personne?» Certes, c'est ma maman, c'est la personne qui m'a mise au monde, mais, Tu as pas qu'est-ce de qu'elle lien. rapporte? Voilà, Mmh ça, mh. qu'est-ce qu'elle me rapporte dans ma vie? Pourquoi je suis justement, j'ai été mise au monde? Si c'est pour au final être séparée des miens, enfin, j'avais plein d'interrogations que j'arrivais pas forcément à répondre. Mmh. Donc tu as eu un contexte familial, assez difficile. Oui, Tu as c'est pas ça. grandi avec ta maman. Ça a été, quand même des étapes qui, toi, t'ont chamboulée en tant que petite fille. Quelle est la suite de ça? Tu as retrouvé ta maman à 13 ans. Comment est-ce que ça Mmh. s'est passé, cette intégration-là aussi? Et puis ces retrouvailles, c'est quand même des retrouvailles, de Ouais. vivre avec elle, de rétablir, en tout cas, une relation mère-fille? Bah, en fait, les retrouvailles, ça a été très difficile et moi-même, j'ai pas réussi jusqu'à aujourd'hui à mettre des mots sur le sentiment que j'ai ressenti quand je l'ai vu, quand je l'ai revu pour la première fois, quand je suis retournée à Mayotte. Bah, en fait, quand je suis arrivée, j'ai pas réussi à la regarder droit dans les yeux. Je suis partie aller me cacher, je Ah sais oui. pas du tout pourquoi, mais dès que je l'ai vue, j'ai commencé à me sentir bizarre. Je suis partie aller me cacher, Tu donc étais angoissée peut-être? non, mais j'avais une espèce de sentiment de honte. Je sais pas De pourquoi, honte? mais j'arrive jamais à expliquer ce sentiment-là. Mmh. C'est quand même drôle, mais du coup, moi, je suis partie aller me cacher. Et en fait, par la suite, ça a été un espèce de balance qui était pas très équilibré. Parce que moi, j'ai été élevée avec une grand-mère. En fait, c'est sa grand-mère à elle, mon arrière-grand-mère. D'accord. Donc, c'est elle qui m'a élevée. Donc, j'avais des coutumes, on va dire, des mamies très conservatrices. Mmh. Je comprenais pas trop comment ça fonctionnait à Mayotte. Je venais de rentrer Mmh. de Anjouan. J'avais passé 3 ans à Anjouan, en fait. Donc, en fait, le fait de revenir, j'étais toute petite, donc je comprenais pas Tu es grand-chose. Oui, déstabilisée. c'est ça. Donc, on n'arrivait pas trop à être sur la même longueur d'onde. Moi, quand j'essaie de faire comme ça, elle me dit non, c'est pas comme ça. Tout le monde veut s'intégrer dans mon éducation. Donc, ce qui fait que, bah, il y avait vraiment des conflits et j'étais une personne qui parlait énormément, qui répondait, mais énormément. Donc, j'étais la rebelle, on va dire, de la famille. Donc, ce qui a fait que, bah, c'était compliqué en C'était tout cas. compliqué. Ouais, Tu étais un enfant, qui déjà réussissait à s'affirmer du haut de son jeune âge, ouais, c'est ça. à travers, bah, ta prise de position, ta prise de parole. Chose Ouais. qui n'est pas forcément bien vue, chez ta famille.
Oui, c'est ça. Mhm. Donc, tu as vécu avec elle, tu es partie vivre chez elle. Comment était constituée ta maison? Et justement, la personne, en l'occurrence votre voisin, Ouais. qui a été témoin, enfin qui a été auteur en tout cas des actes qu'il t'a fait subir, comment était constituée ta maison pour qu'on puisse comprendre un peu l'accès et le déroulé? Bah, en fait, il faut savoir que moi, j'habite dans un petit hameau éloigné de mon village. Mhm. Et en fait, dans cet hameau-là, il y a 5 ou 6 maisons à peu près. Et dans cette maison, il y avait la maison de mon agresseur ici et la nôtre, elle était juste en face. Ce qui fait que il avait une fenêtre là, donc quand il se met devant la fenêtre, il nous voit, nous, il y a notre porte d'entrée. Donc ce qui fait que il peut sortir et juste rentrer chez nous comme ça. Donc c'était pas très compliqué d'accès. Mhm. Donc à ces moments-là, ta maman, elle vivait avec toi, mais elle n'était pas souvent là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ma mère, c'est une personne qui travaille, qui commence très tôt et qui termine très tard. Ce qui fait que dans la journée, on est seul à la maison. En plus, ce qui est quand même étonnant dans ce hameau, c'est que les gens, ils rentraient chez les autres comme ça. Même si la propriétaire elle est pas là, même s'il y a personne. Et vu qu'on n'avait pas forcément des clés, des vraies clés, parce que c'était des maisons en tôle en fait, c'était un petit bidonville. Donc en fait, étant donné qu'on n'avait pas forcément les clés pour fermer la porte, on laissait les portes ouvertes. Donc s'il y a quelqu'un qui veut quelque chose, il rentrait dedans, il prenait, après il sortait. S'il y a quelqu'un, s'il y a personne, il rentrait quand même. C'était pas sécurisé. Ouais, c'est ça. Mhm. Et comment est-ce que ça s'est introduit justement, ces attouchements? En fait, ça a commencé au début par en échange avec de l'argent. Là maintenant, moi j'appelle ça de la prostitution. Au début, je voulais pas trop l'accepter, mais après, quand j'y pense, la prostitution, c'est à partir du moment où tu couches avec une personne pour avoir quelque chose en échange. Mhm. Donc, ça a commencé par de la prostitution, mais qu'après, quand j'ai eu les fournitures Tu étais dans le besoin. ouais, c'est Tu ça. avais un besoin Oui. de finances. Oui, c'est ça. Et à côté de ça, tu avais cet homme-là qui avait une situation, qui avait de l'argent. Oui. Et par rapport à ta situation, il t'a proposé tes services Oui. que tu as acceptés. Et c'est de là où cette relation est née dans un premier temps, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Parce qu'en fait, ma mère, vu qu'elle aussi, elle s'en sortait pas très financièrement, donc elle nous disait démerdez-vous pour trouver de l'argent pour acheter vos cahiers. Donc c'était très compliqué parce qu'elle, vraiment, elle avait pas d'argent et moi, je voyais qu'elle avait pas d'argent. Donc lui, il s'est proposé à m'acheter les cahiers et les vêtements qu'il fallait pour aller à l'école. En échange, du coup, je devais coucher avec lui. Donc j'ai commencé comme ça. Et à un moment, je lui dis que du coup, je veux plus continuer quand j'ai eu les fournitures et tout ça. Je lui dis, je veux arrêter ça maintenant. C'est bon, stop. En plus, j'aime pas trop ce qu'on fait et tout ça. Donc, en fait, il commence à me faire du chantage. Et après, c'est devenu forcé. Après, c'est devenu avec la violence et tout ça. Donc, en fait, il a fait tout ce qu'il pouvait, quoi. Enfin, T'avais quel âge quand ça a commencé? Ça a commencé quand j'avais 13 ans jusqu'à mes 16 ans. Donc, quand il t'approche et qu'il te dit, ah, écoute, voilà, je sais que tu as un besoin, moi, je peux t'aider par rapport à ce besoin-là, mais en échange, il faut que tu couches avec moi Ouais. en tant que petite fille, en tant que jeune adolescente, parce qu'à 13 ans, tu es encore très jeune. Ouais. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Sur le moment, je savais que c'était quelque chose de mal parce que dans notre société, c'est vraiment interdit de coucher avec, enfin interdit, c'est déconseillé en tout cas de coucher avec une personne avant le mariage et parce qu'il faut garder la virginité, les coutumes et tout ça. Donc en fait, sur le coup, je savais que c'était quelque chose de mal, mais après je me disais dans tous les cas, personne va la prendre et dans tous les cas, j'ai besoin de cet argent et peut-être que là, en le faisant comme ça, après on va passer à autre chose. Mais je savais pas vraiment réellement ce qui allait se passer par la suite derrière. Tu étais consciente de ce que tu faisais? Parfois, je crois, oui, que j'étais consciente. Je me disais, parfois, parce que oui. des fois, non. Des fois, non. Des fois, j'étais pas du tout consciente parce que j'étais dans un monde auquel, c'était comme si j'étais un objet et il m'utilisait pour faire ce qu'il voulait, quoi. Moi, j'étais sur un téléphone, je regardais des trucs et il faisait ce qu'il voulait. Ah oui. Ouais, du coup, c'est pour ça que je dis que parfois, j'étais pas très consciente vraiment de ce qui se passait, je crois. T'essayais en fait d'oublier le présent, ce qui se passait, de t'évader pour pas être face à la réalité, face à ce qui est en train de se passer, peut-être. Oui, c'est ça, à peu près. Et donc ces viols-là, ces relations-là, elles ont duré de 13 ans jusqu'à combien de temps à peu près? Jusqu'à mes 16 ans. Jusqu'à tes 16 ans. Oui. Et à partir de quand, à partir de combien de temps, une fois que tu as accepté ces avances-là, tu as décidé d'arrêter et que lui est vraiment rentré dans un forcing et dans du viol, en fait? En fait, je crois que c'est même pas, c'est 2 semaines après quand il a acheté les fournitures. D'accord. Ça a pas duré longtemps. C'est vraiment, il m'a acheté les fournitures et je lui ai dit, c'est bon, stop. Je veux plus. Je veux plus que ça continue. En plus, étant donné que sa fille, c'était ma meilleure amie, et je me disais, imagine, ta fille, elle apprend ça, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Elle va dire que c'est moi qui viens te chercher et tout ça. Et je veux plus que ça continue. Donc, c'est vraiment, ça a duré, je crois, 1 à 2 semaines maximum. D'accord. Et après, quand tu lui as dit non,
Ça a été quoi sa réaction? Bah, sur le coup, il a essayé de me convaincre gentiment. Mais du coup, j'ai pas voulu l'écouter. Je lui disais de me laisser tranquille. Et après, un jour, il m'envoie un message sur, je sais plus, je crois que c'était sur Messenger. Donc, il m'envoie un message avec une photo de moi et j'avais mis un mini short et il a dit que si tu acceptes pas, du coup, bah, je vais dire à tes parents ce que tu fais dehors, que tu couches avec des gens dehors et tout ça. Tous les garçons qui te courent après, tu couches avec eux et tout ça. En plus, tu prends des photos sexy, tu envoies au mec et tout ça. Donc, moi, sur le coup, j'ai pris peur. Bah, je lui ai dit de ne pas faire ça, donc il a dit, bah, en échange, tu couches avec moi. Donc, Donc c'est en du fait, chantage. oui, c'est ça. Ça a commencé avec cette photo. Après, quand je suis Et cette arrivée, photo-là, c'est lui qui l'avait prise? non, même pas, Non, c'était une c'est photo toi? de moi que j'avais D'accord. prise. Mais OK. chez nous, mettre un mini short, Oui, c'est pas bien vu, quoi. Donc Ah moi, d'accord, c'est pas ouais, bien vu. oui, c'est Ouais. ça. Donc en fait, moi, j'ai pris peur. Et après, en seconde, j'ai commencé à avoir un petit ami. Et avec ce petit ami, j'avais pris des photos avec lui. On était en train de s'embrasser. Et il est tombé encore sur ces photos. Mmh. Donc il a continué encore à faire du chantage là-dessus. Il m'a dit, si tu couches pas avec moi, je vais dire à ta maman que tu couches avec ce mec et tout ça. Ma mère, c'est une personne qui croit tout le monde sauf moi. Donc à cette Et en époque, en plus, tout cas. Oui, vous aviez une relation conflictuelle, pas oui, c'est forcément ça. saine. Oui, Donc, c'était pas la bonne personne sur qui tu pouvais compter, en tout cas pour te voilà, défendre. exactement. Mmh. Donc en fait, ça a été un mélange de plein de trucs. Et si un jour je voulais pas, bah du coup, soit je me retrouvais attachée, soit je me Attaché? retrouvais. Oui, bah il m'attachait dans sa maison. Il avait une espèce de petite armoire comme ça. Ouais, Et il y avait des trous. Bah il mettait, il y avait des fils dedans. Bah il les sortait, il m'attachait. Après il faisait ce qu'il voulait. c'est pas Si je voulais possible. pas, bah si. Ah, on Ah pouvait oui, mais me, c'est de la séquestration, c'est du viol, de la séquestration, de l'abus. ouais. Tu avais quel âge? Bah du coup, bah c'était pendant les Les 16, 13, les 14 ans, 13, il doit ouais, avoir. 13 ans, 14 ans. Il avait quel âge, ce voisin? Bah il avait dans les 43 à peu près comme ça. Oui. Ouais. Donc il avait une fille de ton âge qui était ta Ouais. meilleure amie et il te faisait subir, ce genre de choses alors que lui-même avait une fille, de ton âge. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il t'expliquait, enfin après bon, je pense pas que vous aviez des relations, voilà, au-delà de ce qui se passait, des relations plus profondes, mais est-ce qu'un jour il t'a expliqué pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Ou est-ce qu'il essayait de se justifier ou Bah, c'est un bon manipulateur, on va dire. ouais, Il me disait tout le temps qu'il avait besoin de ça, que s'il le faisait pas, bah, il allait mal, il était dans un état, pas bien, on va dire. Ça, c'était quand il était sobre. ouais. Les Est-ce qu'il parties était auxquelles alcoolique, c'est ça? oui, c'est ça. D'accord. Il était, il buvait beaucoup, donc il me le disait quand il était sobre. Et quand il était pas sobre, c'est là où il y avait plus de violence. C'est là où j'avais pas trop le choix. Je devais à tout prix accepter. Je devais à tout prix faire tout ce qu'il voulait, quoi. Et quand il te disait ça, qu'est-ce que ça t'éprouvait comme sentiment? Est-ce que tu essayais de le comprendre? Est-ce que Bah, je le comprenais. tu le comprenais? Oui, c'est ça le pire. Moi, je le comprenais. Je me disais: «Mais c'est pas de sa faute, et s'il en a envie, bah, c'est que peut-être c'est l'homme, il est fait comme ça». En fait, je lui trouvais tout le temps des excuses. Mmh. Parce que d'un côté aussi, je crois que il y avait un côté auquel je le détestais pas parce que du coup, bah, c'était une personne qui était très aimée dans le hameau. Mmh. Tout le monde le respectait, tout le monde, dès qu'on a un problème, on va le voir. Tout le monde, dès qu'il y a un petit souci, on va lui en parler. Donc en fait, il y avait aussi ce côté-là. Je me disais: «Le pauvre, il a pas de femme, il est seul». Enfin, Mmh. j'essayais de lui trouver des excuses, quoi. Ouais, donc tu as été attachée, en fait, à cet agresseur-là qui te faisait du mal, Oui, c'est ça. à travers, bah, une histoire que toi-même tu t'es racontée pour, conscientiser aussi ce qui se passait et peut-être, lui donner un peu, bah, le une raison à ça. Oui, c'est ça. Par rapport, à ces violences et à ces viols qui se produisaient, chez toi, est-ce qu'il n'y a pas une personne qui a été témoin de ça? Comment est-ce que ça se fait qu'on n'ait pas intervenu? Parce que tu me disais que tu vivais avec, voilà, ta fratrie, avec ta maman, vu que c'était assez régulièrement, comment est-ce que ça se fait que personne n'est venu à ta rescousse? Bah, techniquement, moi, je crois qu'on était tous dans une espèce d'omerta, en tout cas, Mmh. dans le hameau et que personne voulait ouvrir les yeux sur ce qui se passait Tu penses réellement, qu'ils quoi. étaient au courant? Moi, je pense qu'il y a des personnes, ils soupçonnaient quand même quelque chose, mais qu'ils ouvraient pas les yeux. Mmh. Ils voulaient pas savoir, en tout cas. C'est pas qu'ils pouvaient pas savoir, mais ils voulaient pas savoir. Moi, Mmh. je pars plutôt de ce principe-là, quoi. Mmh. Et du coup, quand ça s'est passé, ta meilleure amie, est-ce qu'à un moment tu t'es dit que tu allais lui dire ou c'était trop gros que tu as préféré garder le silence? Bah, je me suis dit que je ne pouvais pas lui en parler. Mmh. J'ai préféré garder silence parce que du coup, je me disais comment elle allait le prendre, comment je suis sûre qu'elle allait me juger parce elle fait partie des jeunes filles qui sont très conservatrices Mmh. et donc en fait, elle m'aurait pas compris sur le coup, du moins c'est ce que moi je me disais.
Mais après, maintenant, je crois que si je lui en avais parlé, je sais pas comment en fait, j'arrive pas à imaginer ce qu'elle aurait pu me dire, mais j'ai jamais pensé à lui dire. Mmh. C'est vraiment après quand du Tu coup avais honte aussi peut-être? oui, c'est ça. Ouais, de ce qui se Quand passait. j'ai déposé plainte et tout ça et que j'ai vu, que du coup notre relation commençait à se dégrader et que je lui ai demandé de lui parler mais qu'elle a jamais voulu m'écouter, Mmh. bah, je me suis dit: «Bah, comment ça aurait Tu pu se aurais peut-être passer, dû quoi?» lui dire. Ouais. Est-ce que tu as décidé d'en parler aussi à d'autres personnes? C'est-à-dire? Est-ce que tu as décidé de te confier sur ce qui se passait, à tes proches, à ta Bah, mes famille, à proches, d'autres amis? non, parce que Non. du coup, bah, on n'était pas du tout, on n'avait pas vraiment de lien et moi, j'étais une personne qui cachait énormément ma vie. Mmh mh. Par exemple, moi, j'étais quand je suis arrivée au lycée parce que pendant tout le collège, je pouvais pas trop me confier parce que j'ai subi de l'harcèlement aussi, Mmh. donc pendant tous mes années de collège et tout ça et quand je suis arrivée au lycée, en fait, c'était un changement, je sais pas comment expliquer ça. J'ai eu des vrais amis, on va dire et du coup, qui tenaient à moi Mmh mh. et après ces amis-là, ils connaissaient rien de ma vie. Pourtant, je passais toutes mes journées avec eux, on rigolait, moi je connaissais toute leur vie et tout ça, mais personne ne savait rien de ma vie. Parce qu'à chaque fois, dès qu'on me posait une question, moi je déviais la question. Tu avais ce besoin-là de te protéger? Oui, c'est ça. Mmh Mais mh. après, je m'en voulais aussi. Après, c'est une bonne chose parce que c'est ce qui m'a poussée justement à aller en parler avec l'infirmière pour stopper tout ça. Parce que je m'en voulais, je me disais, mais regarde, tout le monde est honnête. Je me considérais vraiment comme une menteuse professionnelle, quoi. Ah oui. Parce que du coup, bah, c'est comme ça qu'on me traitait dans ma famille. On me disait que j'étais une menteuse. Mmh. Donc le fait que j'en parlais jamais de ma vie et que quand on me posait une question, je déviais la question, je disais jamais la vérité. Je m'en voulais moi d'accepter ce statut de menteuse. Mmh Donc mh. en fait, j'en ai en parlé avec l'infirmière et c'est là qu'après j'en ai parlé avec, mes amis du lycée. Qu'est-ce qui t'a poussé à en parler à l'infirmière? Bah, en fait, c'est justement ce côté des amis auxquels on n'est pas honnête, mais il y avait aussi ce côté de je vois mes frères et sœurs grandir. Il y a mes sœurs qui grandissent, je me dis: «Mais comment ça va se passer, quoi?» Après, si moi je suis passée, peut-être que ça sera à leur tour et tout. Mmh Donc mh. en fait, c'était de mon devoir de les protéger. Une sorte de prévention Oui, c'est aussi? ça. Mais après, il y avait aussi ce côté-là où j'en avais marre, quoi. Ouais, J'en pouvais plus. ouais, j'imagine. Mmh. Parce que là, ça faisait 3 ans. Oui, c'est ça. C'est à 16 ans que tu as décidé d'en parler? Oui. Et après, quelle a été la suite de ça? Parce que tu m'as parlé de la plainte que Mmh. tu as faite. Quelles ont été, bah, les étapes pour arriver à cette plainte-là, justement? Tu en as parlé à ta famille après? Bah, ouais, j'en ai pas du tout en parlé à ma famille. Quand j'en ai en parlé avec l'infirmière, en fait, elle m'a expliqué qu'il fallait qu'elle fasse un signalement, elle était dans l'obligation, c'est une chose normale, en fait. Et donc, en fait, elle en a parlé avec le proviseur, donc tout de suite, on m'a dit qu'il fallait que j'aille porter plainte à Mmh la mh. gendarmerie. Mmh mh. Donc nous, on va à la gendarmerie, mais je dis aux gendarmes: «S'il vous plaît, ne dites rien à ma mère». Donc on a inventé une excuse avec, les gendarmes pour dire à ma mère que c'est un truc lié à l'école et que, voilà, ça elle a pas à s'inquiéter, mais que du coup, j'ai porté plainte et après, il fallait qu'ils informent ma mère parce qu'il fallait l'auditionner et tout ça. Mmh. Et c'est là que ma mère, elle a appris ce qui s'est passé, le quartier a appris ce qui s'est passé, a appris que du coup, bah, j'ai porté plainte contre cet homme, mais du coup, bah, personne ne voulait me croire. C'est Toute vrai. la famille, elle est venue contre moi, que oui, je suis une menteuse. Pourquoi je vais ruiner la vie d'un père de famille qui essaye juste d'aider tout le monde, mais que du coup, bah, il m'a rien fait, il faut que j'arrête de mentir parce que je détruis des vies, quoi. Ah Bah, oui. oui, donc j'avais toute la famille qui était contre moi. Donc après, ma grand-mère, elle a posé une espèce de dilemme à ma mère. Elle lui a dit: «Soit ta fille, elle retire la plainte, soit tu prends tous tes enfants, tu dégages». Donc une mère célibataire avec 7 enfants, toute seule et tout ça, donc c'était compliqué. Le choix, Oui, il est vite fait. oui. Donc Donc elle tu as avait pas le retiré ta choix. plainte Oui, c'est ça. de force? Oui. Et ce qui était le plus douloureux, c'est de pouvoir dire que oui, là, tout ce que je vous ai raconté, c'est faux à côté de mon agresseur. Parce Mmh. qu'il était juste à côté quand je retirais la plainte. Enfin, c'était horrible. C'est incroyable de voir à quel point, l'image qu'on peut renvoyer dans la société peut être aussi, ce qui va nous porter, Ouais, préjudice ou non. Là, dans l'occurrence, le cas de cet agresseur-là qui, aux yeux de tous, était un bon père de famille, une personne aidante, une personne aimante et ouais. qui n'aurait jamais pu faire ce genre de choses alors que réellement, c'était pas le cas, en tout cas vis-à-vis de toi, à travers Bah, les actes qu'il a posés. en général, les agresseurs, moi, par exemple, quand je reçois des victimes, qui me parlent sur les réseaux sociaux, en général, les agresseurs, c'est des personnes connues qui ont une très bonne image, Mmh mh. qu'on ne va jamais soupçonner. Soit à Mayotte, on les appelle les fundis, c'est les maîtres d'école coranique. Bah, soit c'est des fundis, soit c'est des pères de famille très honorés, soit c'est des personnes très respectables. On va jamais se douter de rien du tout. C'est Mmh. pour ça qu'ils se donnent l'autorisation, en tout cas, De le faire. oui, de le faire. Mmh. Et par rapport justement à cette plainte-là, donc elle a été retirée.
À quel moment tu as décidé de reporter plainte et à quel moment aussi, du côté de ta famille, ça a changé, ils ont commencé à te croire et tu as eu quand même gain de cause par rapport à ce que tu avais dit? Bah, en fait, j'avais fait une interview avec, enfin pas une interview, qu'est-ce que je raconte? J'avais fait, un enregistrement avec, du coup, bah, mon agresseur. Je suis partie calmement aller lui parler et je lui posais des questions auxquelles il répondait, auxquelles il avouait ce Mmh. qu'il m'avait fait et après je l'ai fait écouter à ma tante. Je l'ai pas fait écouter à ma mère parce que du coup, bah, il y avait pas de lien, pas vraiment. Elle, je savais qu'elle allait pas trop m'écouter, sinon elle allait se sentir mal par la suite. Donc je l'ai fait écouter à ma tante. Elle, normalement, c'est la dame qui supervise un peu tout dans la famille. Donc après, quand je lui fais écouter, ce jour-là, il y avait mon père, parce qu'à cette époque, mon père, il était revenu un peu dans nos vies. Donc il y avait mon père, donc ils ont écouté l'enregistrement. Et donc ma tante, elle prend les choses à deux mains, elle dit à ma mère, donc si tu l'accompagnes pas à aller porter plainte, j'irai moi-même, mais après, viens pas réclamer ta fille, parce que ça sera la mienne. Genre, moi, t'auras plus aucun droit dessus. Donc ma mère, sur le coup, elle était bouleversée. Et elle me l'a caché, mais bon, je le voyais. Et en fait, on est directement parti aller porter plainte avec ma mère le lendemain quand j'avais l'enregistrement. Donc on a auditionné ma mère et tout ça. Et sur le coup, les policiers ils lui ont dit qu'il était préférable qu'on déménage de là où on habite parce que du coup, bah, les cauchemars et tout ça, ça aidait pas trop. Donc en fait, on a déménagé. Ça, c'est vraiment le moment où j'ai vu que ma mère, elle a pris les choses à deux mains. Elle est partie de cette peur. Elle avait peur de déménager, mais là, du coup, elle a pris les choses, voilà, au sérieux. Donc on a déménagé. Et à partir de là, bah, la relation avec ma mère, elle a commencé à se nouer petit à petit. Elle a commencé à me croire. Bon, on n'a jamais réussi à en parler de cette histoire, mais C'est vraiment, vrai. on n'a jamais réussi à se. Vous évitiez le sujet? Oui, c'est ça. Donc, quand on est ensemble. Pourquoi? À ton avis, pourquoi? Est-ce que c'est par peur de... Moi, je crois qu'elle n'est pas prête à entendre Elle n'est pas l'histoire. prête? Je crois qu'elle n'est pas du tout prête. Mais vraiment, parce que même dans les rendez-vous médicaux, bah, du coup, ma mère, elle voulait pas m'accompagner. C'était ma tante qui venait, qui m'accompagnait, dès qu'il y avait un truc à faire, bah, c'était ma tante qui était là. Mais ma mère, elle arrivait pas forcément à l'accepter. Genre, je me souviens, pendant cette période, elle n'arrivait pas du tout à me regarder dans les yeux, quoi. Ah oui. Oui, donc vraiment, elle Elle se m'évitait sentait limite. responsable? Je crois qu'elle se sentait coupable. Ouais. Ça se voyait vraiment dans ses yeux. Moi, quand je la regardais ou quand j'essayais d'aborder un petit sujet avec elle, en rapport avec ça, bah, elle évitait le sujet. Bah, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Et par rapport justement ensuite à la plainte, donc vous avez déposé plainte, qu'est-ce qu'il en est sorti de cette plainte-là et qu'est-ce que cet agresseur-là a eu? Bah, j'ai déposé plainte, j'ai fait, une audition et apparemment, il a été enfermé du coup pendant 1 an. Mais après là, Il a actuellement, été il est libéré. reconnu coupable? Non, pas encore. Non, pas Oui, encore? parce qu'il n'y a pas encore eu de jugement. C'était en quelle année que tu as déposé plainte? J'ai déposé plainte en 2020, donc je crois de 2020 à 2020, non, 2021 à 2022. Il a été incarcéré dans une prison à Mayotte pendant D'accord. 1 an et après il a été libéré parce Mmh. que vu qu'il n'y a pas eu de jugement, bah, il est libre, je sais pas comment ça se passe. Mmh. Et après là, il y a pas longtemps, on m'a recontactée pour faire une audition en confrontation avec lui, mais vu que je suis ici, bah, ça a été annulé Mmh. et je l'ai appris en plus à la dernière minute et tout ça, mais sinon à part ça, il y a rien eu. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Aujourd'hui, bah, Est-ce que ça va déjà? dire ça va, ça serait un gros mot, C'est vrai? mais on essaye de s'en sortir. Mmh. Comment tu te sens? Et cette question, elle est dure. Comment je me sens? Bah, je sais pas. Je sais pas comment dire, Tu sais comment pas je comment me tu te sens. sens? Dans Mmh. quel état tu es? L'état, je sais pas. Tu t'es sentie coupable de ce qui t'est arrivé? Oui, à un moment, oui, je me suis sentie très coupable. Je me suis dit que c'est moi qui l'ai cherché. Parce Mmh. que si j'avais jamais accepté le fait qu'il m'achète les cahiers et tout ça, ça serait jamais passé. Enfin, ça se serait jamais passé. Mmh. Donc, c'est Tu t'en es compliqué, quoi. voulu Ouais, d'avoir énormément. accepté? Exactement. Mmh. Là, aujourd'hui, par rapport, à cet homme-là, donc vous avez plus du tout de lien, plus du tout de relation, mais avec sa fille, est-ce que vous avez réussi à en discuter ou est-ce que vous avez réussi à garder contact ou, le contact est complètement rompu? Bah, elle veut pas me parler. Elle veut pas te J'ai parler? essayé jusqu'à il y a pas longtemps là. Mmh. J'ai essayé de lui parler, je lui ai envoyé un message, elle veut pas, elle refuse catégoriquement. Mmh. En plus, je sais qu'elle a beaucoup de difficultés, mais que j'essaie quand même, de voir comment je peux faire de mon côté. Parce que d'un côté, je me sens aussi coupable de lui avoir gâché sa vie. Mmh. Elle avait que son père dans sa vie, donc je lui ai enlevé la seule personne Pour qui lui toi, c'est restait. avoir gâché sa vie? Oui. Moi, D'avoir je dénoncé son papa? oui, moi je Est-ce le que dis tu aussi penses comme pas ça. aussi que c'est peut-être sauver d'autres petites filles, sauver d'autres filles qui potentiellement pourraient être victimes de cet homme-là? Bah, c'est un paradoxe malheureusement que j'arrive toujours pas à résoudre. Mmh. Parce que je suis perdue entre, Tu es perdue. ouais. Mmh. Je me dis: «C'est ma meilleure pote quand même» Tu la et considères toujours comme ta meilleure amie?
Oui, j'arrive pas à l'oublier en tout cas parce que c'était comme une fille que je portais énormément dans mon cœur. Moi, quand je suis à une personne, j'y tiens réellement et tout. Donc, en plus, je crois qu'elle Tu avait sens que envie tu de l'as rentrer. trahi? Oui. Tu as cette impression-là? C'est pas une impression, je le ressens vraiment. Tu le ressens vraiment? Ouais, comme une trahison que j'ai faite. Mais voilà. À travers cette plainte que tu as faite. Ouais. Tu te sens responsable et coupable? Oui. Ça, Est-ce qu'il faudrait pas peut-être, aujourd'hui prendre conscience que le véritable coupable, c'est cet agresseur-là et que ce que tu as fait, c'est légitime et c'est normal et c'est ce que toutes les victimes doivent faire, avoir ce courage, peu importe les personnes à qui on est rattaché, peu importe que ce soit l'oncle, le père, le papa de sa meilleure amie, un agresseur potentiel, un délinquant sexuel, il doit être, reconnu coupable de ses faits et jugé à ce propos-là. techniquement, je peux me dire ça, mais lui, il va pas le ressentir, cet agresseur. Tu Il va penses qu'il pas le se ressent dire, pas? il va pas se dire qu'il est coupable. Il va pas comprendre qu'il a détruit une vie. Moi, je me sens pas coupable d'avoir dénoncé réellement le fait que, ouais, il m'ait violée. Mais ce que je me sens coupable, c'est de me dire que oui, là, je l'ai dénoncé, mais à côté, je viens de détruire la vie de sa fille, quoi. C'est ça, en fait, C'est ça qui qui me te fait ronge, mal. oui. Mais c'est comme ça. Mais tu as détruit la vie de sa fille, non, parce que tu as été Ouais. victime de viol de la part de son papa. Mmh. Donc c'est pas sa vie que tu as détruit, c'est lui qui a détruit ta vie. Ouais. Tu vois? Je pense que là, ce que tu dois essayer de faire, je pense, hein, c'est vraiment de changer la honte, Ouais. que cette honte-là que tu as pu avoir ou cette culpabilité que tu peux ressentir, que tu puisses la changer de camp. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, tu es pas responsable de ce qui t'est arrivé. Tu as été une victime, même si tu as accepté, des avances qui n'étaient pas du tout de l'ordre, voilà, enfin non, si c'était sexuel au départ, c'est ça? Oui. Ouais. Même si tu as accepté au départ et qu'ensuite à la suite de ça, tu t'es dit que non, ce que je fais, c'est pas bien, je ne veux plus, et que lui, quand même, a décidé de te faire du chantage, a décidé de continuer ces actions-là, tu n'es pas coupable et tu n'es pas responsable. Et surtout, tu étais jeune, Ouais. tu avais 13 ans. Il en Ouais. avait 40 ans. C'est ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, tu n'es pas responsable, tu n'es pas coupable. Et tu es courageuse d'avoir fait cet acte-là, d'avoir porté plainte. Et tu devrais te remercier d'avoir fait ce pas-là pour toi-même. Parce qu'à travers la justice qu'il va y avoir, même si ça prend du temps, même si c'est en cours, même si aujourd'hui tu n'as pas de nouvelles, c'est une justice que tu te donnes à toi aussi, de prendre parole et de te dire que non, je suis la victime dans cette histoire-là. Je Ouais. dois me rendre justice, même si les gens ne croient pas en moi, même si c'est pas eux qui ont vécu ce que tu as vécu, parce que je pense que ça doit être extrêmement compliqué et douloureux que ta dignité, parce que je pense que ton corps c'est ta dignité, elle est salie par un homme qui pense avoir le droit sur toi, Ouais, c'est ça. tu vois. C'est exactement ça. Donc c'est ça, et j'ai l'impression aussi que tu as un peu le syndrome de Stockholm, hein. C'est que Ouais. tu donnes de l'importance et de l'empathie à ton agresseur alors qu'il t'a fait du mal. Ouais, c'est ça. Je suis une personne très empathique et ça fait partie de mes défauts d'ailleurs. Et j'arrive jamais à savoir comment me défaire de ce sentiment. Parce qu'il m'arrive, c'est triste à dire, mais il m'arrive parfois de me dire et si j'avais pas porté plainte, est-ce que sa vie aurait été bien? Genre, est-ce qu'il aurait continué? Peut-être qu'il aurait arrêté, je sais pas. Parfois, je me pose plein de questions qui n'ont pas de réponse, quoi. Mais voilà. Comment est-ce que ça aurait évolué? Et toi, est-ce que tu te poses la question, si tu avais pas porté plainte, ta vie, où est-ce qu'elle en serait? Ouais, je me pose la question aussi. Mmh. Mais après, on peut pas le savoir parce que du coup, je l'ai fait. Voilà, Et heureusement. et heureusement. Tu étais contente d'avoir fait cet acte-là, d'avoir, dénoncé cette personne? Au début, j'étais pas très contente parce que du coup, on était la fille qui se faisait pointer du doigt par tout le monde. Donc tout le monde, dès que je passe quelque part, tu entends tout le monde chuchote: «Mais c'est elle» et tout ça. Ouais. Donc en plus, là, j'avais même pas encore pris la parole publiquement, donc imagine. Donc sur le coup, c'était pas très amusant. Personne voulait plus traîner avec moi. Les filles du hameau, les parents, ils les interdisaient de traîner avec moi. Donc je me retrouvais un peu seule, avec mes frères et sœurs. Heureusement, en tout cas, que sur le coup, on a déménagé parce que je crois que je l'aurais vraiment senti très, très violemment, quoi. Ouais. Donc aujourd'hui, tu es arrivée en métropole, tu as déménagé, donc il y a cette page-là qui n'est pas fermée, mais en tout cas, qui en permet d'en ouvrir une autre. J'ai également su que tu étais, membre d'une association. Ouais. Comment est-ce que tu te sens maintenant? En fait, après du coup, que j'ai eu, du coup, j'ai eu mon bac et tout ça, je suis venue en métropole actuellement pour venir continuer mes études.
Donc là, je suis en licence de sociologie en première année. Et après, à côté, il faut savoir qu'après que j'ai eu le bac, j'ai fait une année sabbatique parce que j'avais des problèmes d'administration et tout ça. J'avais pas encore les papiers qui me permettaient de voyager jusqu'en métropole. Donc en fait, pendant cette année-là, c'était une des années les plus dures de ma vie. Mais qu'après, j'ai découvert une association qui m'a permis de parler publiquement. C'est l'association qu'on appelle l'association Akizawanatsa à Mayotte. Ça veut dire les droits des enfants. Donc en fait, cette association m'a proposé de me joindre à eux pour travailler avec eux pour lutter contre ce phénomène, sachant qu'ils étaient dans une période dans laquelle ils faisaient une campagne contre les agressions sexuelles. Ils ont créé un mouvement qui s'appelle le mouvement Wamitou à Mayotte. Donc ça rentrait un peu en relation avec le mouvement MeToo inceste. Donc en fait, quand j'en ai parlé avec eux, on m'a mis en relation avec eux. Donc moi, j'ai accepté de les rejoindre. Donc pendant cette année sabbatique, j'étais leur chargée de mission. Je faisais énormément de sensibilisation dans les écoles, dans les associations partenaires, dans les communes et tout ça, pour essayer de sensibiliser le maximum de personnes. Mais après ça, étant donné que j'allais venir ici, ils m'ont proposé d'être leur vice-présidente. Chose que du coup, j'ai acceptée parce que sur le coup, moi, ça me faisait vraiment du mal déjà de partir, de venir en métropole pour continuer mes études et de laisser toutes ces sensibilisations. Jusqu'à maintenant, je me sens mal parce que parfois, je peux me réveiller et me dire que là, j'ai pas de sensibilisation. Le fait de sensibiliser, en fait, je me sentais vivante, je me sentais utile surtout envers les victimes et surtout, j'avais l'impression que la parole continuait à se libérer. Bon, là, elle se libère encore, mais le fait de ne pas être vraiment dans le terrain, je réalise pas forcément en tout cas. Donc en fait, maintenant, du coup, je suis la vice-présidente de l'association. Donc on fait des actions sur Mayotte et on fait des actions dans les autres départements des Outre-mer et ici en métropole maintenant. Parce que là, il y a pas longtemps, on a reçu un prix de la prévention en fait contre les délinquances avec nos outils qu'on a créés en ligne parce qu'on essaye d'être en ligne et être sur place pour essayer vraiment de donner la parole au maximum de victimes pour pouvoir en parler. D'ailleurs, en parlant d'outils, on a créé cette BD qui est qu'on peut acheter en ligne depuis soit en adhérant à l'association et qui est disponible dans les librairies de Mayotte seulement. Il n'est pas encore ici à Paris. Donc en fait, on a créé cette librairie pour essayer de sensibiliser auprès des enfants de moins de 10 ans. Enfin, de plus de 10 ans, pardon. Donc en fait, c'est une histoire d'une jeune femme qui s'appelle Noura. Je ne veux pas trop spoiler, mais je fais un résumé. L'histoire d'une jeune femme qui est dans un lycée et qui se retrouve presque dans la même situation que moi. Donc, elle a été victime d'agressions sexuelles durant son enfance. Donc, elle fait un peu la rebelle, mais que personne n'arrive à comprendre vraiment son comportement. Jusqu'à le moment où la juge, au lieu de l'incarcérer quand elle fait des bêtises, elle s'est vraiment intéressée à son histoire. Donc, elle découvre ce qui lui est arrivé quand elle était petite. Donc, vraiment, elle est adaptée à tous les enfants. Et si vous n'arrivez pas, parce que c'est très dur en tout cas, il y a des personnes qui n'arrivent pas à aborder ce sujet-là avec leurs enfants, la BD, elle est là pour ça. Il faut juste les faire lire la BD, ils vont comprendre parce qu'on a fait les tests avec des enfants de primaire et en général, ils comprennent l'histoire et parfois, il y a juste quelques mots qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Il faut les expliquer, mais après ça, avec juste une histoire, on arrive quand même à sensibiliser pas mal des gens. Et parmi, oui, et ça peut être aussi un déclic pour les jeunes enfants qui ont été victimes de ce genre d'actes, de se dire: «Ah oui, mais ça explique en fait ce que j'ai vécu» et de là, libérer la parole de ces victimes-là aussi. En parlant de déclic, en fait, il faut savoir que si on parlait avec les enfants, parce que là, actuellement, on est sur l'étape où on a le sujet de notre campagne cette année, c'est sur les VARS, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et en fait, c'est juste ça, le fait de dire que si on prend un enfant qui est en maternelle, on lui parle de la notion de secret, ce que c'est qu'un secret. On lui explique que s'il y a une telle personne qui te fait quelque chose et qui te dit c'est un secret, il faut le dire. Le secret avec un enfant, c'est à partir du moment où tu dis à l'enfant oui, là, on va organiser un anniversaire surprise à maman, donc ne le dis pas, ça, c'est un secret. Mais si ça va au-delà de ça, ce n'est plus un secret. Ou le consentement. Juste le fait de dire à un enfant, ça, c'est ton corps, personne n'a le droit de te toucher, sachant qu'un enfant n'a pas le droit un enfant ne donne pas de consentement. Bien sûr. C'est de l'emprise, parce que du coup, même s'il dit oui, c'est un enfant. Bien sûr. Donc, en fait, juste expliquer ces petits mots aux enfants. Dire que c'est pas normal. Voilà, on peut sauver tellement des vies. C'est ça, on peut sauver tellement des vies. Et du coup, la BD, elle permet de faire ça. Et en fait, étant donné qu'on avait besoin d'avoir une charte, en tout cas, pour essayer de donner l'engagement aux gens, pour qu'il y ait quelque chose d'écrit, on a justement créé la charte qui est en ligne aussi sur notre site wamitou.igt. Et cette charte-là, on l'a fait signer à beaucoup de personnes pour justement leur donner cet engagement d'être là pour les enfants, pour essayer pas que pour les enfants d'ailleurs, pour tout le monde, pour essayer de les orienter au maximum
Donc en fait, il y a 12 annexes derrière qui expliquent vraiment comment la charte elle fonctionne et comment orienter une victime. Si jamais la personne ne s'est pas orientée, il peut aller sur le site et trouver tout est expliqué pour Parce que essayer au toi, tu as maximum. eu peut-être des complications aussi quand c'était arrivé, tu Oui, avais pas d'informations. c'est Donc c'est de ça. là où tu as décidé, enfin vous avez décidé de créer un peu ce guide-là, pour Mmh. aider les victimes d'abus sexuels. Oui, c'est ça, exactement. Donc en Mmh. fait, là, on peut plus se trouver des excuses. Mmh. Maintenant, je crois que de nos jours, si on veut pas en parler avec son enfant, c'est qu'on ne le veut pas, personnellement, Mmh. mais pas parce qu'on n'a pas les moyens. Bien sûr. Parce que là, Tous actuellement, les il y a outils sont plein mis à voilà, disposition pour exactement. sensibiliser les enfants à ça. Oui, c'est ça. En plus, le site, il est gratuit. Il y a une personne victime qui vient sur le site, il y a un questionnaire, il répond au questionnaire et il y a même une rubrique si jamais elle veut témoigner de manière de manière anonyme ou soit de manière à visage découvert et tout ça. Donc en fait, soit il nous envoie un mail, soit il envoie juste son témoignage sur, la petite partie, qui est en ligne et du coup, bah, après nous, on reçoit le témoignage. Mmh. Nous, on recense, mais après, que faire de ces témoignages-là? C'est Bien la sûr. question qu'on se pose Je vois maintenant. vraiment ton engagement par rapport, à cette association-là. Bah, il le Félicitations à faut, toi, hein, hein, il le faut. de ton jeune âge. Tu as quel âge là? 20 ans? Non, là, j'ai 19 ans, je ferai 19 mes 20 ans? ans Voilà. peut-être cet été, oui. Du haut de tes 19 ans, on voit Ouais. quand même une maturité et aussi un recul qui est assez incroyable par rapport à ce qui t'est arrivé et tu as réussi à rebondir à travers aujourd'hui les actions que tu mènes au travers de l'association. Tu arrives Mmh. aujourd'hui à sensibiliser et à faire part de ton histoire pour aider, les personnes qui sont potentiellement, aussi dans cette situation-là ou en tout cas sensibiliser pour pas que ces personnes-là se retrouvent dans ces situations-là. Félicitations, à toi. Ah mais merci, je crois que cette maturité, on m'a pas trop laissé le choix. Ouais. Il fallait que je l'apprenne, mais du coup, bah, en fait, il le faut parce que quand je vois certains chiffres, quand je vois qu'il y a seulement, 3 des agresseurs qui sont condamnés, je me dis quand même: «Ah», Il y a un problème. sachant qu'il y a, 160 000 enfants qui sont victimes d'agressions sexuelles. C'est énorme. Un enfant tous les 3 minutes est victime de violences sexuelles, c'est énorme. Mmh. Moi, je me dis: «Mais c'est pas possible» et même dans le sondage qu'on a fait, qu'on a mis en ligne là pour que les gens ils puissent, y accéder, nous, on a répondu dans notre territoire, en fait, on a vu 37 des répondants, en fait, qui disent, avoir, été victimes de violences et tout ça et en plus dans ces 30 dans ces 37 il y a plus 11 des personnes qui disent ne pas savoir si ce qu'ils ont vécu, c'est une agression sexuelle ou pas. Ah oui. Oui, donc en fait, il y a Donc il y a vraiment un gros travail de oui, voilà, sensibilisation à faire. il y a 82 qui ont Mmh. répondu comme quoi ils n'ont jamais eu recours à une éducation sexuelle ou à une discussion autour de la sexualité dans leur famille. Donc en fait, il y a vraiment une espèce d'omerta au niveau de la société. C'est comme si la société, elle consentisait, en fait, elle était consentant de ce qui se De ce qui se passait. passait. Voilà, en fait, ils voulaient pas ouvrir les yeux. Donc en fait, là, me dire que ça m'est arrivé et je dois rester quand même les bras croisés, regarder les gens, ça me C'est rassure pas trop. compliqué. Oui. Mmh. Après, Donc tu te c'est sens redevable en fait d'aider? je me sens redevable, mais c'est un Ou tu te cercle sens vicieux. vivante aussi Oui, de le faire? mais c'est un cercle vicieux parce que du coup, bah, quand on est dedans, on n'arrive plus à sortir. Moi, je prends l'exemple, quand je suis arrivée ici en métropole, j'étais pas bien à un moment parce que Mmh. du coup, le fait de ne pas être sur le terrain, ça me dérangeait. Mmh. Donc en fait, j'ai réussi à m'orienter sur les réseaux. OK, il y a des victimes, ils m'envoient leurs témoignages, Mmh. je le lis, mais même ça, je sens que je fais pas assez. Ouais, Et en fait, c'est ça, il faut faire quand même attention à pouvoir trouver le juste juste milieu milieu. et tout ça et ne pas trop se laisser bouffer par toute cette énergie parce que Mmh. ça peut être difficile pour la victime après. Mais juste que il faut le faire. Mmh. Il faut le faire. Parce que moi, quand je vois le nombre de témoignages que je reçois en privé, c'est énorme. C'est énorme. Mais vraiment, c'est énorme. Là, même moi, je prends genre, en journée, je peux recevoir jusqu'à 6 témoignages de Ah oui, personnes. quand même. Donc en Parce que fait, j'ai vu que tu avais une communauté aussi sur les mmh, réseaux sociaux, oui, c'est notamment ça. TikTok où, tu as plus de 60 000 abonnés, je crois? Oui. Oui, environ. Enfin, tu Là, on pas est à 69 000, comme 69 ça. voilà, tu as plus de ouais, tu as 70 000 abonnés qui Oui. te suivent. Donc c'est aussi à travers cette histoire-là que tu as réussi à fédérer toute cette communauté-là. Donc Oui. tu parles de sensibilisation sur le terrain, mais il y a aussi une sensibilisation que tu fais à travers tes réseaux Oui. qui est d'autant plus, importante. Oui, c'est ça. Bah, en fait, on essaye en tout cas d'attaquer dans toutes les parties auxquelles on peut. Ouais, Parce que là, de nos jours, on voit, il c'est y a là où beaucoup de jeunes. vous avez accès aussi. Oui, il y a beaucoup de jeunes qui sont sur les réseaux, donc tant mieux, on va juste les suivre dans chaque partie, en fait, qu'on peut donner un peu d'éducation à pour éviter de ce fléau et tout ça, bon, on va pas s'arrêter là. Il faut Mmh. toujours aller, de l'avant et continuer quand même. Donc là, on a une petite équipe, mais en tout cas, on espère, en tout cas,
trouver des personnes qui accepteraient aussi de continuer à nous soutenir et pouvoir continuer à diffuser tous nos outils et pouvoir donner l'occasion à toutes les victimes de pouvoir parler au maximum. Parce que plus on parle et plus ils vont avoir la trouille de continuer à faire ça, quoi. Exactement. Et mais si on reste dans nos coins, bah, ils auront gagné. Mhm. Et il est temps que tout change, en fait. Que tout change, Mm. exactement. Merci beaucoup, Rasmina. Merci à vous. Avant de terminer cette interview, on fait un petit quiz. Donc, il y a Ouais. quelques questions. Ok. Si tu peux juste en piocher une pour Ok. répondre à l'une d'entre elles. D'accord. Ok. Donc, quelle difficulté t'as le plus appris? Donc, en fait, en tant que victime, faut savoir une chose, en fait, enfin, en tant que victime, j'aime pas trop ce terme. Ah oui. Moi, j'utilise le terme de Monsieur Édouard Durand, le cofondateur de la Civis. En tant que grand témoin, en fait, ce qui est compliqué, c'est aller de l'avant avec ce fardeau. Parce que moi, au début, je me suis dit, bon, maintenant que j'ai parlé, tout va bien se passer, je vais pouvoir avancer tranquillement. Mais non, parce qu'il y a des moments, il y a des jours, tu vas très bien, tu te portes super bien. Puis il y a des jours, tu es dans un état que toi-même, tu n'arrives pas À à gérer. l'expliquer, enfin, tu n'arrives pas à te comprendre. Et le pire, en fait, c'est que quand tu veux pas trop en parler, parce que tu te dis, les gens, ils vont dire, bon, là, j'exagère, c'est moi qui veux pas aller de l'avant et tout ça, bah, ton corps, il parle à ta place. Et ça, mais c'est très douloureux. Parce que moi, C'est-à-dire, tu ressens des douleurs, tu oui, ressens... bah moi, en fait, je l'avais pas compris au début comme ça, mais il y a des moments, je ressentais des fortes douleurs. Je l'ai fait, genre ça a duré pendant des années, et du coup, j'ai fait plein d'examens pour savoir si c'était pas de l'ordre physique. J'ai fait des IRM et tout ça, on trouvait rien, mais vraiment rien. Et après, arrivé au moment, les médecins ils commencent à se demander si c'est pas plutôt psychologique. Et là, vraiment, on cherche. Et les douleurs, en fait, que je ressens, parce que c'est des douleurs au niveau du ventre, quand ça arrive, je peux rester pendant 30 minutes accroupie, que je peux même pas bouger. Ça fait mais vraiment hyper mal. Ou sinon, j'ai des ratures qui montent sur tout mon corps. Genre, il gonfle comme s'il y a un chenille qui m'a touchée et tout ça. Donc, en fait, c'est ce côté-là. Et depuis le jour qu'on a réussi à poser des mots dessus, depuis, je les ai pas vus. Ah oui. Ben, en fait, c'est C'est ça incroyable qui de est... voir le Oui, lien entre la psychologie et aussi la physique oui, c'est du ça. corps. Bah, je les vois plus. Bon, parfois, j'ai des douleurs qui passent vite fait, mais ça, c'est vraiment dans le cas où j'aime pas parler et tout ça. J'aime pas dire aux gens que je vais pas bien. Et dès que je vois que ça commence à venir, je dis, ah, maintenant, je connais le remède, donc faut que j'en parle. Donc, c'est ça qui est dur, en tout cas, dans ce truc-là. Le fait de se dire que même si on fait tout ce qu'on veut, dans tous les cas, on vivra avec ça. C'est des comme choses, vivre avec un handicap, quoi. Genre, on te tue d'une manière auquel il n'y a que le corps qui reste, mais que tu es quand même obligé de donner vie à ce corps-là. Tu vois, si tu arrives à me comprendre. En fait, c'est très compliqué. C'est compliqué la parce que, difficulté. et en plus, quand tu es seule, il y a que toi, ta conscience, ton vécu, en fait, qui te rattrape. Et tu penses malheureusement à ce qui t'est arrivé. Et ça, c'est quelque chose que tu peux pas enlever, en fait. Ouais, bah, en plus, le pire, c'est que nous, j'ai remarqué, une victime, on a peur qu'on nous dise, oui, vous en faites trop, vous abusez. Donc, en fait, on préfère se taire la plupart du temps. Mais sauf que si on s'était, bah, c'est ce qui se passe. C'est mourir à petit feu aussi. Ouais, c'est ça. Donc, il faut continuer à libérer ta parole si ça te fait du bien. Peu importe les personnes qui sont autour de toi, à partir du moment où toi, ça te permet de rester en vie et de ne pas ressentir ces douleurs-là, il faut continuer à en parler, continuer à sensibiliser et continuer à dire quand ça ne va pas, ne pas avoir honte ou ne pas te sentir coupable. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est vrai qu'il y a des victimes qui disent ça, hein, que généralement, quand on est abusé ou quand on est victime de viol, on a cette peur-là d'attirer à nouveau ce genre de circonstances, de situations. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui te fait peur aujourd'hui? Bah, techniquement, la peur, elle va toujours être présente, hein. La peur, elle sera toujours présente, mais moi, j'ai plus trop peur comme avant, parce que je me dis, j'ai pris la parole publiquement, donc techniquement, c'est les agresseurs qui ont peur de s'approcher de moi. J'ai réussi à avoir ça, mais je sais qu'il y a des personnes, par exemple, qui m'envoient des messages haineux sur les réseaux, qui disent en mode, si un jour je te trouve, admettons, je sais pas moi, dans un endroit auquel tu es toute seule, je suis capable de te faire ça. Mais du coup, bah, j'essaye en tout cas, de m'armer à ma manière pour essayer d'éviter que ça arrive, en tout cas, un jour. Mais en tout cas, vraiment avoir peur d'avoir une fixette dessus, que oui, j'ai peur que ça se reproduise. Ouais. Ça se reproduit. Tu vis pas dans la peur continuellement. Ouais, c'est ça. Tu es plus méfiante, tu penses? Je suis pas très méfiante, en vrai. Moi, je suis une personne, mais vraiment, genre, je vais comme ça. Et je me dis, si un truc qui peut se passer là maintenant, j'essaye en tout cas vraiment de m'armer au mieux que je peux pour pas que ça se reproduise, pour éviter que ça se reproduise, en tout cas. Et bah, voilà. Et comment ça se passe avec
le rapport que tu peux avoir avec toi-même, avec ton corps, notamment aussi avec tes relations avec tes Ouais, petits amis, si tu en as eu ouais. depuis. Alors, Comment est-ce que ça se passe? en fait, c'est une relation qui est très difficile Ouais, parce j'imagine. que j'ai mon corps, c'est mon pire ennemi, C'est vrai? malheureusement, oui. C'est quelque chose, malheureusement, que j'arrive pas à expliquer. D'ailleurs, je viens de sortir une chanson, je viens de l'écrire et la terminer. Enfin, je viens de la chanter et la chanson, elle parle justement de ce rapport avec le corps que j'ai, Mmh. un corps que j'ai toujours considéré comme celui qui est l'auteur, en tout cas, du fait qu'on m'ait agressée, que c'est à cause de lui, à cause de la manière dont il est constitué, que du coup, bah, j'ai été, agressée parce que parfois je me dis: «Si peut-être que j'avais pas une grosse poitrine comme ça à mon âge ou Mmh. si j'avais pas de telle forme comme ça à mon âge, peut-être que ça serait pas passé». Mais en tout cas, j'ai un rapport très Tu le compliqué. blâmes? Oui, c'est ça, j'ai un rapport très dur avec mon corps et même le fait d'en parler là, c'est dur, mais du coup, Mmh. bah, j'essaye en tout cas, Mmh. tous les jours, j'essaye de faire un travail personnel dessus, de pouvoir l'accepter parce que parfois on me dit toujours de remercier ce corps-là, Mmh. parce que si je ne suis pas en accord avec lui, peut-être que ça peut être dur. Ça peut être Oui, compliqué c'est ça. d'avancer. Oui, Mmh. mais Et surtout qu'il est pas la cause. C'est pas parce que tu as des formes ou que tu es développé à un certain âge que ça donne le droit à d'autres personnes de t'utiliser. ouais, mais bah, en tout cas, ce rapport-là et même, avec, du coup, bah, mes petits amis, mes ex et tout ça, ça a été très compliqué. Ouais, C'est le fait d'avoir ce rapport du corporel et tout ça, moi, c'est très dur. c'est dur. J'ai beaucoup de barrières, en tout cas. Je Mmh. sais pas comment ça va se passer dans ma vie de couple, vraiment, je l'ignore, mais je sens que ça va être très, très dur. Merci beaucoup, Merci Rasmine, à en tout cas, vous. pour ton témoignage et félicitations encore à toi pour, ta Pas de force de souci, vie, merci beaucoup, en tout pour, cas. tout ce que tu fais et pour aussi, toute cette dévotion que tu donnes à toutes les personnes qui sont victimes ou du moins à toute cette sensibilisation à travers de ton association. Ouais. Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission de Emma, écoute-moi aussi.